J'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre sur cette même scène Dr Moussa Fegeli, ministre de la Santé, sous vos applaudissements. Très bien, alors. J'adore. Donc, j'ai très gentiment demandé à Monsieur le ministre si on pouvait le faire sous forme d'échange. Et donc, il accepte. On va le faire en mode discussion et pourquoi pas panel. Voilà. Alors, c'est bon, ça. Vous avez peut-être un petit commentaire sur tout ce que vous venez d'entendre depuis ce matin, surtout la keynote de Kenberry, que vous connaissez très très bien. Je vous ai entendu parler de lui au Parlement la dernière fois. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs. Cette belle initiative sur l'intelligence artificielle, en ce qui me concerne en tant que ministre de la Santé, les applications de l'IA dans le domaine de la santé. Et je remercie tous les partenaires, y compris M. Karim Gir, Stadip, Sid Mehdi Houas, président de Talent, Focus également, le ministère des télécommunications également, et nous sommes en train de travailler ensemble pour vraiment atteindre les objectifs d'une justice sanitaire, d'une inclusion sanitaire de tous les citoyens, surtout ceux qui habitent dans les régions reculées, dans le sud, dans les frontières, ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Justement, comment garantir que l'IA aujourd'hui, Monsieur le ministre, elle puisse être une IA équitable, donner des chances équitables à tous les Tunisiens? Oui, c'est ce qu'on fait depuis quelques mois sur aussi bien l'hôpital numérique que l'IA. Nous sommes en train de développer une solution tunisienne. Et je viens d'apprendre qu'on dispose d'une richesse énergétique, puisque j'étais la semaine dernière au meeting de Marseille sur l'invitation des organisateurs, et ils ont beaucoup parlé des exigences, aussi bien énergétiques que de souveraineté. Donc, je suis très content en tant que ministre, parce que ça fait 1 an et 4 mois que je m'occupe de ce département. Et la grande difficulté, c'était de faire fonctionner les scanners dans des régions où il n'y a pas de radiologue. Il y a une trentaine. De faire fonctionner des mammographes pour le dépistage du cancer chez la femme tunisienne, 11 mammographes installés qui ne fonctionnaient pas. Et donc, la solution numérique et l'IA appliquée au dépistage du cancer du poumon, des fractures, du sein, m'a soulagé. Parce que j'ai trouvé la solution pour les citoyens et je pense que la perception des citoyens qu'il y a une amélioration au niveau de l'accès au diagnostic, à la télémédecine, vient en grande partie de cette lumière que propose le numérique et l'IA au service des citoyens, l'inclusion des citoyens dans la région. Et la question justement de la téléradiologie, entre-temps, je deviens magicien, je fais apparaître 2 chaises. Vous pouvez vous installer. Merci. Alors, la question de la téléradiologie, et moi-même, je suis étonné, je regardais encore une fois au Parlement exposer tous ces faits. Alors, 32. Il y a 32 hôpitaux qui sont interconnectés, donc grâce au PAX. Il y a plusieurs hôpitaux qui sont connectés entre eux, mais l'hôpital numérique qui a démarré au mois d'août connecte 32 hôpitaux. C'est l'occasion de remercier, on aura toujours besoin de l'être humain. Remercier les radiologues du collège, de la société et surtout du service de radiologie de l'hôpital Arata, dirigé par le professeur Bebelzouni. Et actuellement, l'hôpital numérique est dirigé par un professeur en radiologie, Saïd Bougriba, mais qui connaît très bien le numérique, le VPN, l'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison que je peux répondre à l'autre question, le besoin de formation aussi. Les médecins doivent être formés à ces nouvelles technologies, à maîtriser l'IA ou les data,
mais également les ingénieurs dans le domaine du numérique doivent avoir une formation médicale pour qu'on puisse parler le même langage. L'ingénieur peut comprendre le besoin du technicien médecin en santé et vice-versa. Le médecin aussi peut être à l'écoute des ingénieurs. Vous parlez il y a quelques instants du diagnostic et de la technologie. Alors, le diagnostic ou l'aide au diagnostic grâce à l'IA sera vraiment opérationnel dès 2026. Et là, je pense au centre de première ligne. Elle est déjà opérationnelle. Elle est déjà. On travaille dessus et des solutions sont prêtes. On va les exécuter. Je pense que Simed il va faire une présentation et montrer la perception du patient et du médecin. L'hôpital numérique est déjà fonctionnel. Tous les hôpitaux, les CHU, les hôpitaux régionaux où il y a un scanner, un mammographe sont déjà opérationnels. Les patients, les citoyens tunisiens, ils ont un accès 24 sur 24, 7 jours sur 7 au scanner. De Tabarka à Tataouine, à Gergis, à Ben Gardel, à Jandouba, à Gebs, à Gafsa, lorsqu'il n'y a pas de radiologue. Et je vous invite à visiter notre projet de l'hôpital qui fonctionne déjà et qui permet d'offrir ces solutions. L'IA s'impose, puisqu'elle va faire un premier triage pour classer les examens normaux par rapport aux examens pathologiques, va aider au diagnostic. Et actuellement, tous les médecins, même dans mon service, qui continuent à diriger le service de réanimation d'hôpital militaire, utilisent l'IA et on est très content, les patients également, que le médecin soit assisté par l'intelligence artificielle. Je donne un exemple. L'IA dans le diagnostic des cancers du sein par la mammographie est supérieure au radiologue. Et ça partout dans le monde, donc ce n'est plus à prouver. Et nous sommes en train de travailler sur le cancer du poumon, parce qu'en Tunisie, c'est le premier cancer de l'homme. Mais les datas sont là, on a besoin, on a parlé à Marseille aujourd'hui, si Kélim l'a bien dit, on a besoin de renforcer nos capacités en data center pour enregistrer, avoir un accès des données souverains et sécurisées aussi. Et ça, vous allez en parler tout à l'heure. Justement, donc, je regardais Monsieur le ministre qui confirmait justement cette envie et cette envie d'y aller un peu plus sur les data centers, sur les investissements aujourd'hui en infra. Alors, des centres de soins de base, vous l'avez dit, ça a commencé. Il y a ce projet qui est cofinancé par la Banque mondiale et qui va couvrir environ 2200 centres et avec tout ce que vous venez de dire comme technologie. Alors, merci de me donner l'occasion de remercier la Banque mondiale d'investir. Je peux remercier l'Union européenne aussi, qui nous a aidé à installer beaucoup de moyens d'équipement dans la région, également doter les centres de soins de santé par des ordinateurs et à former le personnel, puisqu'il y a un autre volet aussi, c'est former les paramédicaux, les techniciens, les médecins à utiliser cette technologie. Et donc avec la Banque mondiale, puisque la connectivité est importante, il faut avoir un bon débit dans toutes les régions, des fibres optiques et une bonne connectivité pour que les images, c'est des points importants, et avec le dossier numérique et notre ambition avec l'identifiant unique, on va commencer par utiliser l'identifiant IVAX, car nous avons presque 9 millions de Tunisiens qui sont enregistrés. C'est important que le dossier numérisé aussi soit partagé par toutes les structures de santé. Alors, comment on vérifie aujourd'hui l'absence de biais dans les algorithmes? Et puis, j'essaie d'enchaîner avec une autre question sur les données de santé. Les données de santé doivent impérativement, les données médicales doivent-elles vraiment impérativement rester en Tunisie? Et puis, puisqu'on parle de données, c'est les données des patients. Donc, la relation patient-technologie, la relation patient-médecin, est-ce que peut y apporter aujourd'hui l'IA? Vous voyez, je vais accélérer, c'est presque 3 questions en une. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de la justice, de l'accès aux soins grâce au numérique et à l'IA, l'importance d'avoir des données, des data centers souverains également, parce que les données, c'est des données personnelles. On ne va pas mettre le génome des Tunisiens ou des antécédents, les facteurs de risque ou tous les dossiers
parce que c'est confidentiel, et partout dans le monde, les données dans le domaine de la santé sont des données qui doivent rester souveraines, sécurisées, donc la souveraineté, la sécurité, et la souveraineté des données découle de la souveraineté des États également, et c'est une richesse. Avoir des données, c'est une richesse pour l'IA. Parce qu'on l'a vu sur les images, plus il y a de données, plus l'IA pourrait fonctionner. Donc la souveraineté et la sécurité aussi, comment les sécuriser, ça c'est le domaine des techniciens, mais on travaille beaucoup ensemble avec nos partenaires, et ils travaillent avec nous gratuitement, de façon volontaire, pour développer des solutions adaptées à l'épidémiologie tunisienne. Parce qu'on ne peut pas appliquer l'IA des pays asiatiques qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas le même génome, n'ont pas les mêmes facteurs de risque à une population tunisienne, même en Afrique. Si on prend l'Afrique du Nord, on n'a pas la même épidémiologie des cancers par rapport à l'Afrique subsaharienne. Si je prends l'exemple des femmes, le premier cancer en Tunisie, en Afrique du Nord, c'est le sein. En Afrique, c'est le col de l'utérus. En Asie, le premier cancer, c'est l'œsophage. En Tunisie, en Afrique, c'est le poumon. Donc, même si ces solutions s'ils existent, on risque d'avoir des billets si on les applique sans les adapter à notre épidémiologie, à notre contexte tunisien. Deuxièmement, la souveraineté. Si on développe notre propre solution IA, on va garantir l'efficacité, la sécurité, la pérennité, et on ne va pas être dépendant après. Si on achète des solutions asiatiques ou coréennes, il faut payer tous les ans. Si on ne paye pas, ça va être bloqué. Donc, la souveraineté est globale, technique et financière. Et c'est sur ça que vous travaillez Hein? Rapprochez le micro. Ok, oui. Et c'est sur ça que vous travaillez aujourd'hui, Bien sûr, on travaille sur ces valeurs, sur l'inclusion des citoyens, la justice d'accès aux soins, la souveraineté, la pérennité, et c'est l'occasion de remercier si Mehdi Hawass, si Kélim, si Nizar également, Focus, le ministre des technologies et de la communication, puisqu'on travaille ensemble, hein, on n'est pas des départements isolés, le gouvernement et l'homogénéité de travail. Et la santé, moi je dis toujours, la santé du Tunisien ou de l'être humain, c'est pas le ministère de la Santé, sont dans l'ère du One Health. La santé, c'est les finances, la technologie de l'information, l'agriculture, l'environnement. Donc on doit tous travailler, puisque la santé humaine dépend de tous ces facteurs-là, y compris les données, l'IA. Et aussi, je pense que l'idée a été prononcée tout à l'heure, cette coopération entre la France ou l'Europe, Tunisie, pourrait servir de pont pour l'Afrique, et nous sommes prêts à partager notre expertise gratuitement, puisque la noblesse, la médecine, c'est d'être au service de l'être humain avec avec tous les Africains, tous les pays africains, francophones ou anglophones. Et justement, la Tunisie peut devenir ce hub régional. Nous sommes le premier pays qui a le numérique, l'hôpital numérique. On travaille sur l'IA. Dans quelques semaines, vous allez voir la solution tunisienne IA appliquée aux fractures, au cancer du poumon, au cancer du sein. Et moi, je voudrais remercier, applaudir tous nos partenaires, Talent, Stadip, du ministère des Télécommunications, nos valeurs. On peut les applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Et nos valeurs restent la justice sociale, la souveraineté, le partage et l'innovation. Très bien. Et ça me fait penser qu'il y a beaucoup de Tunisiens dans cela. Dans ces donc c'est bien fait, c'est bien choisi. Nous sommes fiers d'avoir des sommités dans ces domaines. On est très contents, il y en a d'autres, hein. J'en vois un peu partout dans cette salle. Alors peut-être pour terminer, là on a parlé un petit peu du rôle que joue Stadip, Talent, Focus ou d'autres d'ailleurs dans tout cela, donc Testia, co-développement, écosystème national, déploiement en cours, surtout tout ça va s'accélérer et va vraiment être installé en 2026. Comment généraliser aujourd'hui l'hôpital numérique? Comment faire une expérience qui se généraliserait
on prend le meilleur de ce qui se fait dans ça et essayer d'aller un petit peu plus pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est la technologie, ça tombe bien, c'est facile, ça devrait être accessible. Tout à fait. On disait tout à l'heure, avant de venir dans la salle, un hôpital numérique, c'est des logiciels, des ordinateurs, de la formation, de l'intelligence artificielle, de la téléradiologie, de la télémédecine. Ça ne coûte pas grand-chose, très facile et très rapide à déployer. Ça coûte moins cher et ça s'installe plus vite que le béton, que deux hôpitaux en béton. Donc la solution est là. Et nous sommes déjà dans l'ère de l'hôpital numérique. La télémédecine a commencé. Nous avons des hôpitaux régionaux comme Shbika, comme Benguerden, comme Gergis, où on fait des téléconsultations en pédopsychiatrie, en dermatologie, en rhumatologie, en diabétologie, des spécialités qui sont rares, qui n'existent pas. On ne peut pas avoir un dermato dans des régions où il y a 5 000 habitants ou 6 000 habitants. Et c'est des spécialités qui se prêtent bien à la télémédecine et à l'intelligence artificielle, parce qu'un médecin peut être assisté par l'intelligence artificielle à travers le dossier numérique. Donc il n'y a pas que ça que la télémédecine, la téléradiologie, il y a appliqué à la téléradiologie. Maintenant, ça existe à Romaine, je l'ai vu. On va commencer à le faire. On a déjà commandé les rétinographes. On fait des photos de la rétine, parce que nous sommes des pays où la prévalence du diabète est très importante, 20%. Et l'atteinte microvasculaire, les complications du diabète commencent par la rétine avant le cœur et les reins. Et il faut un contrôle systématique tous les ans. Donc on n'aura plus besoin d'avoir des ophtalmos partout. Les techniciens qui font la radiographie de la rétine, c'est vu par l'IA et validé par le médecin après. Donc voyez-vous le nombre d'examens qu'on pourrait faire dans toutes les régions sans qu'il y ait besoin d'avoir de super spécialistes en ophtalmo dans leur place et bloc opératoire. Je donnerai l'exemple aussi de l'ANAPAC, puisque lorsqu'on fait une chirurgie, on doit faire des biopsies, le diagnostic doit être validé par un médecin spécialiste en anatomopathologie pour dire la nature des tumeurs, bénignes, malignes, etc. Il y a des scanners qui vont photographier les lames, et ça peut être lu, des cas difficiles, partout dans le monde, quel que soit le lieu d'habitation de l'expert, ça va être partagé. Donc le champ et l'évolution du numérique et du l'IA et leur application en matière de médecine, on a discuté l'autre jour avec notre équipe, nos experts, la médecine a changé. Et c'est du vécu, c'est du présent. Et le changement va être d'une façon très rapide, que la pratique de la médecine va être complètement bouleversée. Un dernier exemple. En Tunisie, on vient de commencer la chirurgie robotique. Le robot est manipulé par un chirurgien. Et j'étais très content que les Coréens me disaient que la courbe d'apprentissage des chirurgiens tunisiens était très rapide, beaucoup plus que les Coréens. Mais on m'a dit que dans quelques années, quelques mois, le robot chirurgical va être piloté également par un robot. Donc ça va être complètement robotisé. Voyez-vous, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité et de l'exercice d'aujourd'hui. Tout à fait, alors. Tout à fait, exactement. Et c'est loin d'être de la science-fiction. Alors, si la keynote de Camille Leguil durait 10 minutes de plus, on aurait beaucoup parlé d'humanoïdes et que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on le croit, n'est-ce pas, Kelly? Alors, merci à vous. Merci infiniment. Comment ça fait chez nous. Bravo. Merci à mes partenaires et vive la Tunisie, vive la coopération avec les amis européens. Merci.